chanterons le temps des cerises, les guerres rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Radio Soupente, la station des rapins sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission à racaille du 19 juillet 2022. Et chers camarades, auditeurs, auditrices, auditeurs de cette émission mythique, je dois vous prévenir que dans les semaines qui suivent, nous serons absents des antennes, de l'antenne en tout cas de Radio Soupente, enfin de la station Radio Soupente, pour raison, pas vraiment de vacances, mais d'escapade de ma camarade de combat qui ne peut pas se tenir tranquille une semaine sans bouger. Voilà. Donc vous êtes prévenus, vous êtes au jus. On se reverra probablement dans la première semaine de septembre ou la dernière d'août. Et encore sous toute réserve, si elle est revenue, de ces nombreuses escapades ou virons, etc., etc. Voilà. Vous venez d'écouter le stand des cerises du groupe Noir Désir et nous allons tenter une pénultième fois de porter un regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Ouais, salut à tous, vous pouvez nous mettre un petit mail à tracaille@orange.fr. François, Myriam et Serge, vous en souvenez-vous du baiser de la concierge? Elle était rigolote, elle ronchonnait tout le temps, vous étiez presque potes, elle aimait les enfants, mais pas dans l'escalier qu'elle venait de cirer. Allez hop, du balai, fallait pas l'énerver. Dans la cour de l'immeuble, elle faisait partie des meubles. Mais voilà qu'à l'arrache, la guerre est arrivée. La partie de cache-cache pouvait commencer. François, Myriam et Serge, vous en souvenez-vous du baiser de la concierge?
jour au lendemain, le monde est devenu fou. L'école, les copains, c'était fini pour vous. Des voisins vous cachaient comme trois petites souris, mais sans jamais pleurer, surtout pas faire de bruit. Sans nouvelles des parents, c'était dur. Et pourtant, fallait faire attention. Du matin jusqu'au soir, et bien sûr, pas question d'avoir peur dans le noir. François, Myriam et Serge, vous en souvenez-vous du baiser de la concierge? Au pays de l'enfance, il est dur de piger qu'elle était comme la France, elle était occupée. C'était pas votre faute, au moins ça c'était clair. Elle était comme les autres, une ordure ordinaire. Au revoir les enfants, vous serez sages maintenant. Mais quand on était juifs, on n'était plus des hommes, on n'était que des chiffres, on n'était plus personne. François, Myriam et Serge, vous en souvenez-vous du baiser de la concierge? Elle était rigolote, elle ronchonnait tout le temps. Vous étiez presque potes, elle aimait les enfants. Mais l'amour est aveugle au moment d'en finir. Elle était dans l'immeuble, elle a su vous sourire et vous faire un baiser. Grâce à elle, en effet, ce jour-là dans un camp, ce jour-là vous alliez rejoindre vos parents qu'elle avait dénoncés. François, Myriam et Serge, vous en souvenez-vous du baiser de la concierge? François, Myriam et Serge, on s'en souvient pour vous du baiser de la concierge? Le baiser de la concierge, Jeanne Esbille. Oui, et je trouve que c'est une chanson merveilleuse, magnifique, plutôt merveilleuse, ça fait un peu cucu, mais que ma camarade m'a indiqué comme prélude à mon presse-papier, qui concerne l'anniversaire de la rafle du Veldiv du 16 et 17 juillet 1942. Avec le concours sans aucune réserve de la police parisienne, des gendarmes et autres malfaisants des forces qu'on dit sans vraiment y croire, de l'ordre. Et aussitôt, la question qui tue, de quel ordre? Celui de la police française doit, sur la couture du pantalon, pour marquer son respect à l'occupant, des forces d'Asbrock, avec un zèle coutumier dans la répression lorsque, en face d'eux, leurs victimes sont sans aucune résistance. Il en eût été autrement, on peut le supposer sans trop de marge d'erreur, si à la place des familles dans l'incompréhension absolue de ce qui arrivait, une résistance armée s'était manifestée. Dans ce cas, je crois que nos valeureux gardiens de la guerre se seraient carapatés sans poser une foule de questions. Mais que peuvent des femmes, des enfants, des vieillards, des grabataires et des pères de famille réveillés en sursaut au petit matin par des coups dans leur porte? Ouvrez, c'est la police! Particulièrement dans la population d'immigrés et de juifs étrangers, pour les juifs français ce ne sera pas plus affectueux, et ils y passeront aussi. Prélude à une traque généralisée de tous les juifs de France, en zone occupée ou libre. Ce dimanche 17 juillet 2022, on commémore. Nous sommes dans un pays qui commémore toujours beaucoup, mais sans jamais montrer du doigt les vrais responsables des massacres commémorés.
une très vieille habitude. À la gare de Pithiviers ce dimanche, celui qui croit nous diriger a prononcé un discours incriminant les dirigeants de Vichy, sans expliquer le rôle des gendarmes et policiers dans le drame des rafles et des convois pour la mort effroyables qui attendaient les raflés. « Au mur !» disait le capitaine. « À Drancy !» disait le flic, qui cognait à lui à l'aube de ce 17 juillet 1942 et de ce sinistre lieu de rassemblement des victimes de l'épuration ethnique nazie, associé aux flics, aux ordres et encouragé par Vichy, et qui existe toujours, et où des déshérités parmi les plus déshérités ont remplacé ceux de juillet 42. On disait dans le temps que ceux qui étaient impuissants étaient noués de l'aiguillette. Une rigolade paillarde à laquelle nos bourrins hexagonaux pourraient participer, quoique la résistance ne soit pas interdite aux eunuques. Dans le cas spécifique de nos vaillants argousins, eunuques ou pas, les ordres, c'est les ordres. Et tous les poulets du monde se tiennent la main dans leur exécution. Tous copains, tous coquins. Sadiques au besoin, tortionnaires sans qu'on leur demande rien. Pour le plaisir, on perpétue ces solides traditions pour affirmer sa virilité, la prééminence de la force sur le droit. Et depuis 1940, et depuis 1942, et depuis toujours et pour longtemps encore, aujourd'hui, demain, les mêmes forfaitures de la part de ces prétendus représentants de l'ordre, de la paix publique. Les pouvoirs politiques, les possédants, peuvent en écraser tranquille. Veille le sergent de ville. Il a toujours veillé au repos des puissants, et toujours tabassé les démunis, les impuissants. Alors commémorons, des fois que ça serve enfin à mettre au pas les godillots cloutés de la police. Mais peu de chance, et le rêve en est interdit. Enfin, tant qu'on commémorera sans désigner nommément les instigateurs, les acteurs de cette rafle maudite, et de toutes les rafles maudites soient-elles aussi. Car demain, une semblable situation à celle qui prévalait en 1942 produira les mêmes effets et les mêmes méfaits de la police française. D'ailleurs, cela s'est reproduit avec les Algériens, parqués eux aussi au Veldiv, et balancés dans la Seine, mais pas expédiés dans des camps d'internement nazis. Il n'y en avait plus. Mais les méthodes de ces super-pros de l'assassinat de masse sont toujours précieusement gardées au chaud dans la mémoire policière, qu'on utilise aujourd'hui pour réprimer ce qui ne marche pas droit, à défaut d'un nombre de neurones conséquents sous la casquette des keufs. Ils ont de longs bâtons, des grenades lacrymo, des lances-babales en caoutchouc bien du rail pour défoncer les poitrines, crever des yeux, arracher des mains, avec des assourdissantes et des offensives. Je ne suis pas un spécialiste des armes létales. Sans négliger les immobilisations au sol qui asphyxient et les coups de godillot sur la gueule et dans le bide des manifestants tombés à terre. Les gardes à vue qui ne sont pas que du seul ressort des yeux et qui servent elles aussi d'exutoire au sadisme rentré policier. Bref, pensons bien fort à toutes ces victimes de la flicaille enfermées au Veldiv les 16 et 17 juillet 1942 et la suite 18 juillet 19, 20, durant toute la période de l'occupation. Bien fort. Car, comme disait l'autre, ils sont venus chercher mon voisin, le juif, et je n'ai rien dit. Et à force de ne rien dire, un matin, ils ont frappé chez moi. Ils m'ont emmené. Et pas un voisin n'a ouvert sa porte sur le palier. Et puis, je n'ai jamais existé. Plus de 200 000 Français, dont 77 000 Juifs, et leurs 11 000 enfants, déportés dans les camps d'internement de la mort nazie, grâce en soit rendu à la police française, un exploit qui leur vaut une fourragère et les honneurs de la République. Petit rappel, sur ces 77 000 Juifs,
dont 11 000 enfants expédiés à Auschwitz, seulement 2800 sont revenus. Et les Bousquet et Papon, criminels de guerre, et que le Papon, assassin d'enfants juifs, qui lui doivent la déportation, a eu l'ainsi honneur de servir en tant que préfet de police et ministre sous la Ve République. Quant à Bousquet, assassiné en 1993 par un homme qui croit avoir fait du bon boulot. Bousquet, qui je le rappelle, était un pote à Mitterrand, et qui se sont vus jusqu'à la mort du précité Bousquet. Pour suivre ce billet, vous pouvez lire avec avantage La police de Vichy, écrit par Maurice Rachus, et qui est publié aux éditions du Détour. Ouais. Et justement, sur cette commémoration, nous sommes adhérents de l'UJFP, l'Union Juive Française pour la Paix, et ils ont publié un communiqué en expliquant pourquoi ils n'iraient pas justement participer à cette commémoration. Et ils disent que pour que cette mémoire reste utile, elle doit avoir une portée universelle et être adaptée au contexte politique de notre époque. Donc elle ne doit pas se focaliser exclusivement sur les populations juives, et surtout elle ne doit pas ignorer que le monde doit faire face aujourd'hui à de nouvelles injustices qui interpellent directement les populations juives ou se perpétrant leur nom. Le génocide des Juifs concerne l'humanité tout entière, et l'humanité d'aujourd'hui ne peut pas seulement regarder dans le rétroviseur. Aujourd'hui, il y a des crimes contre l'humanité, contre les migrants noirs, à Ceuta, en Méditerranée. Il y a des crimes du colonialisme, du néocolonialisme, auxquels participe l'armée française, co-organisatrice du rassemblement de ce dimanche 17 juillet 2022. Devant nous, il y a les crimes israéliens commis contre la population palestinienne, des crimes de l'occupation militaire, des crimes de guerre, de l'épuration ethnique de Jérusalem-Est et de Cisjordanie, des crimes contre l'humanité à Gaza. Et le CRIF, donc, qui était présent à cette commémoration, flirte largement avec l'extrême droite française et ne représente en fait qu'une petite partie des Juifs de France. Et elle soutient tous ces crimes précités, justement. Donc l'UJFP précise, notre mémoire est active, elle n'instrumentalise pas les douleurs du passé pour défendre l'inacceptable. C'était un très bon communiqué, et effectivement, ils n'ont pas participé à cette commémoration. Ils voulaient faire une petite manifestation à part au mémorial de la Shoah, bon, qui n'a pas été rendue possible parce que c'était un petit peu tard pour s'organiser, mais je trouve que c'est important de souligner pourquoi justement ils ne sont pas présents, quoi. Oui, c'est-à-dire que pour appuyer le propos de ma camarade, ce CRIF, qui se prétend une institution représentative des Juifs de France, en fait, représente presque que lui-même, et c'est une officine, une ambassade officieuse d'Israël en France. Voilà, c'est des gens qui sont comme monsieur Meyer Habib à l'Assemblée nationale, qui est un autre représentant de l'ambassade israélienne en France, sont des gens qui n'ont aucun état d'esprit, enfin, aucune, comment on dit, qui sont complètement en dehors de la réalité de ce qui se passe dans ce pays qui s'appelle Israël, un pays artificiel créé en 1948 par l'ONU, c'est quand même assez fortiche, enfin c'est une bavure de l'histoire extraordinaire, et qui s'installe dans ce petit pays de Palestine, qui est déjà occupé par des Palestiniens, justement, qui ont leur village, leur famille, leurs champs, etc. C'est un pays à majorité agricole, voilà. Et depuis 1948, depuis la création de cet État d'Israël, les occupants, la plupart européens, n'ont de cesse de voler, de piller, de massacrer les autochtones, voilà. Et il y a eu multiples résolutions de l'ONU, des ONG, etc., condamnant, si vous voulez, ce massacre aux yeux du monde entier, et qui contrevient à toutes les, comment on appelle ça, les ordonnances de l'ONU pour leur faire cesser leur espèce de marche en avant, de massacre, etc. Eh bien non, ça continue tranquillement, voilà. Il n'y a aucun souci à ce sujet.
Voilà. Donc moi, je suis passée à un presse-papier. En fait, c'est un article qui est paru dans le dernier Fakir et qui est repris dans le journal en ligne Bastamag. C'est l'histoire de Julien. Alors Julien se dit journaliste fantôme au service des lobbies et pendant 6 ou 7 ans, en fait, il a fait des articles à la demande pour des lobbies industriels. Donc il avait des commandes et il fallait qu'il fasse un article dans le sens qu'on lui indiquait. Ces articles étaient repris sous un faux nom, c'était jamais son nom à lui, simplement lui il était simplement le rédacteur de l'article, il faisait le chapeau, il faisait tout l'article, et après ça paraissait dans différentes revues. Donc on apprend comme ça qu'il a pu travailler par exemple pour EDF, on lui a demandé de faire des articles pour défendre le compteur Linky, soi-disant des articles argumenté sur la non-nuisance de Linky, tous les avantages du Linky, au moment où justement il y avait des communes et des habitants en nombre qui se positionnaient contre ce Linky. Il a travaillé pour à la politique, pour les Airbnb. Enfin, il y a plein d'industriels qui ont, pour le glyphosate aussi, on lui a demandé de faire un article qui disait que le glyphosate n'était pas cancérigène, par exemple. Alors lui, en fait, il a 30 ans, et il avait 30 ans à l'époque, et il sortait d'une école de journaliste, et effectivement, il n'arrivait pas à gagner sa vie, donc il se met à son compte comme journaliste pigiste, et il s'installe, il a besoin d'argent, et il va trouver une annonce sur Internet d'une boîte qui a besoin justement qu'on fasse des articles. Donc ils vont lui faire un article test qui va plaire, et c'est comme ça qu'il va faire, au total il va faire 595 articles. Donc il a arrêté là en 2021 parce que je pense qu'au bout d'un moment c'était compliqué de vivre avec ces faux semblants quand même. Et en fait il va contacter Fakir parce que à la fin, on va lui demander un article soi-disant qui parle de la presse alternative qui va démonter le journal Fakir. Donc lui aime bien Ruffin, aime bien Fakir, donc il ne comprend pas trop pourquoi on fait cet article. Et donc il contacte le journal Fakir, et donc avec les Fakiriens, ils vont rédiger ensemble l'article qui va donner ensuite après à la société qui lui a passé la commande. Et l'article donc va passer sans problème. Et la boîte qui l'emploie en fait était une boîte parisienne qui va déménager en Slovaquie, et à chaque fois qu'il fait des articles, il reçoit des codes pour envoyer ses factures et se faire indemniser. Donc là, il voit le code, et quand il voit le code, il dit tiens, c'est marrant, c'est un code que j'ai déjà vu quelque part, j'ai déjà travaillé pour cette boîte-là, quoi. Et il retrouve, et en fait, il va retrouver que la personne qui lui demande un article contre Fakir, ce n'est jamais que Bernard Arnault, quoi. Donc là, c'est quand même assez drôle, parce qu'on sait très bien le dissident qu'il y a entre Bernard Arnault et Ruffin. Bernard Arnault n'a toujours pas digéré merci patron, donc en fait il y a là aussi une vengeance qui continue à détruire et à casser Ruffin. Et donc quand là l'article dans Fakir se termine, ils ont depuis la publication, ils se sont rendus compte que l'agence de lobbying qui les emploie, c'est Istrat, et qu'elle a été dirigée de juin 2013 à 2014 par Olivia Grégoire. Et qui est Olivia Grégoire? C'est l'actuelle porte-parole du gouvernement. Donc on voit quand même comment tout se recoupe, toute la manipulation qu'il y a. Et en fait, ce qui est un peu inquiétant quand on voit ça, c'est que on ne peut plus croire qui que ce soit. C'est-à-dire que ces divers journaux, il n'y a pas besoin de ça, mais là, c'est évident, quoi. Et tout, il raconte, il pointe tous les articles, il peut y avoir écrit sur la Thaïlande, sur le Monténégro. Enfin, c'est assez sidérant quand même de voir qu'il y en a peut-être encore aujourd'hui qui vont continuer, effectivement. Bon, lui, je pense qu'au bout d'un moment, sa conscience a repris le dessus en disant non, c'est pas possible, quoi. Donc il se faisait payer au départ 50 ou 60 euros, et à la fin, selon les articles, ça pouvait aller jusqu'à 200 euros, quoi. Oui, enfin, c'est quand même pas des sommes astronomiques. Non, mais quand on fait 2 articles par semaine, ça permet aussi de mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Je ne critique rien de ce qu'a pu faire cet homme, dans la mesure où il a compris que c'était assez dégueulasse comme boulot. Bon, il s'est retiré, c'est bien. D'ailleurs, il dit, je peux écrire sur n'importe quoi, de n'importe où et à n'importe quelle heure,
avec une simple connexion Internet, pas besoin de me déplacer pour interviewer, encore moins pour enquêter, ni même décrocher le téléphone. Voilà, tout cela pour moi est plus rentable que des collaborations avec des magazines qui l'embauchaient avant. Donc par exemple, il peut écrire un article sur la junte thaïlandaise et l'article va être repris, va être signé, alors pas du tout de son nom à lui, mais d'un certain Kevin, et le Kevin serait censé habiter en Thaïlande depuis 2014, donc connaître parfaitement ce pays. Enfin, donc voilà, tout est absolument faux dans ces articles, quoi. Non mais lui, alors oui, il y a une question que je voudrais te poser, je ne sais pas si tu peux y répondre ou si ça a été évoqué quelque part, mais quand il écrit des articles scientifiques, par exemple sur les pesticides, etc., quelle qualité il a pour écrire, comme scientifique en tout cas, voilà, à quoi se réfère-t-il pour écrire les articles? En fait, il va chercher sur Internet, il va chercher des articles sur Internet, et par exemple, là justement, voilà qu'à la même période, on me commande de plus en plus d'articles sur le glyphosate, l'agent actif donc du Roundup de Monsanto. Le but, c'est bien sûr de décrédibiliser le Centre international de recherche sur le cancer, parce que ces produits classent le glyphosate comme produit potentiellement cancérigène, au même titre que la viande rouge, la charcuterie, les boissons chaudes, etc. Donc il va aller chercher sur Internet, et forcément, on sait très bien que ces grosses boîtes, elles font des articles qui vantent leurs produits. On connaît l'histoire des Monsanto Papers qui avaient des fausses enquêtes, voilà, de la recherche falsifiée. Donc il va tomber là-dessus et il va mettre ça en ligne, quoi. Oui. Il va envoyer ces articles qui vont être repris dans diverses revues, qui peuvent être des revues plus ou moins scientifiques, quoi. Donc, bon, voilà, ne rien croire, ou alors ne rien lire, ne lire que de la presse vraiment alternative, je pense. La presse people. Ah non, c'est assez sidérant quand même, hein. Voilà, parce que lui s'est arrêté à un moment donné, mais pour un qui s'arrête, il y en a plein qui sont là à continuer, parce que les gens ont besoin d'argent et ont plus ou moins de conscience politique, quoi. Non mais moi, comme je t'ai expliqué, il y a très longtemps, quand je travaillais dans la presse, j'ai connu un journaliste, un pigiste, qui pouvait écrire ce que tu lui demandais, sur n'importe quel sujet aussi, quoi. C'était une diarrhée d'écriture invraisemblable, quoi. J'étais assez stupéfait d'ailleurs. Il ne gagnait pas une fortune, hein, encore, peut-être moins encore que ce journaliste dont tu parles, là, voilà. Mais ça existe, des gens comme ça, qui sont capables d'écrire sur n'importe quoi. Ah ouais, c'est ça. Il dit par exemple qu'à un moment, on lui a demandé un article, alors au moment où il y avait des problèmes dans les centrales nucléaires, hein, il y a eu un incendie à la centrale de Flamanville qui a fait le titre des médias, donc on lui commande en urgence une série d'articles pour souligner la sûreté des installations nucléaires en France, la rigueur des contrôles, la fiabilité de la sous-traitance. Voilà. Et comme en fait ça ressort dans Google Actualité, je pense que derrière il y a des moyens énormes pour que ce soit ces articles-là qui arrivent en tête de gondole, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, avec la commémoration de l'abjection de la rafle du Veldiv et ce que vient de sortir ma camarade sous tas de bois, vous êtes bon pour une semaine sympathique. Les faux culs de l'air du temps se pavanent à tous les vents. On les voit, on les entend sur les ondes et les écrans. Philosophes d'opérette, marchands de sable, prophètes, qui dans les salons caquettent, ronds de jambes et girouettes. Les faux culs de l'air du temps, les modernes, les rampants, ne nous vendent que du vent à des prix exorbitants. Tous les foireux diafoirus, jargonautes qui laïus, voudraient nous filer le virus de l'homo libéralus. Les faux culs de l'air du temps, morgonnés et morts aux dents, s'en iront prêter serment au maréchal du moment. Ils manient à leur manière l'euphémisme cache-misère
et servent à la cuillère. La langue de bois LQR, les faux culs de l'air du temps qui sont rentrés dans le rang. Il y en a partout à présent. On est cerné, c'est navrant. Tous ils nous font la leçon en nous prenant pour des cons. Sûr que vont pleuvoir les lions lorsque nous nous y mettrons. Lorsque nous nous y mettrons. Les faux culs de l'air du temps, Jean Vasca.